On me dit qu'on cherche la photo du docteur en maillot de bain. On l'aura peut-être avant la fin de l'émission. Hein. Avant la Sur fin de mes l'émission, réseaux c'est sociaux, bien. je ne mets rien Oh, là-dessus. là, le bras long, Je vous reste savez, là, le habillé. bras long. On veut garder nos téléspectateurs. Très bien. Docteur, vous allez répondre aux questions de téléspectateurs, s'il vous plaît. On commence par Gilles qui habite à Annemasse. Ça fait plusieurs semaines que je tousse et mes tests Covid et grippe sont négatifs. Est-ce que ça peut être la coqueluche? Oula. Alors ça peut être beaucoup de choses, mais en ce moment, on en parlait la semaine dernière, il y a beaucoup de tout le monde tousse beaucoup, bon, pas de panique. Plusieurs choses, soit effectivement vous avez fait un test Covid ou grippe un peu trop tard par rapport au début des symptômes, ils se sont négativés. Ça peut être une grippe aussi qui parfois, la grippe elle dure une semaine, mais la toux peut persister encore 2-3 semaines derrière. Donc ça, c'est... Madame Absolument. Zahia, Absolument. c'est possible. Ça peut être aussi un reflux qui peut provoquer de la toux. Concernant la... Moi, je suis taquin. non, Concernant la coqueluche, bon, alors la coqueluche, souvent, elle fait suite à. C'est dû à une bactérie qui peut provoquer des toux, des quintes de toux, pouvant aller jusqu'à au vomissement. Et puis, le son est assez particulier. On part du chant du coq quand la personne. Mais Ouais, d'où c'est un coqueluche? ça, le chant du coq, Chant du effectivement, coq, coqueluche. exactement. Ah ouais. Alors là aussi, on peut faire un prélèvement pour confirmer le diagnostic, mais là aussi, si c'est trop tard par rapport aux symptômes, on peut avoir un traitement négatif. La prise en charge antibiotique et dernière chose, depuis l'année dernière, on peut vacciner la femme enceinte pendant la grossesse, qui permet de protéger bébé dans ses premiers jours de vie, parce que souvent, ce sont ces personnes fragiles qui sont les plus à risque lors d'une coqueluche. Fabio de Calais vous dit, il y a quelques jours dans la rue, j'ai vu une personne faire une crise d'épilepsie et je n'ai pas su quoi faire. Ah, fallait-il tenir sa langue pour éviter qu'elle ne l'avale? Non, ça c'est un mythe. On ne met rien dans la bouche du patient qui fait une crise d'épilepsie, ni le doigt, ni une cuillère, ni quoi que ce soit. En fait, déjà, vous risquez de perdre une phalange. Et l'autre chose, c'est que c'est compliqué d'aller ouvrir une bouche parce qu'il y a une telle contraction de tous les muscles, une telle pression sur chacune des dents qu'aller y mettre un doigt, c'est un peu compliqué. Donc, on appelle le 15, on ne touche pas, on ne va pas essayer de l'immobiliser parce que vous pourriez être encore plus traumatique sur le patient. Essayez de mettre un petit oreiller ou un manteau si vous avez sous la tête, retirez les lunettes et puis surtout notez l'heure du début de la crise. Ça, c'est important pour nous au niveau du 15. Et dernière chose, au retour à la conscience, il est normal il est possible que le patient soit un peu perdu, un peu confus. Donc, on le rassure tout doucement, on ne lui donne rien à manger et rien à boire. Et on le place en PLS? Exactement, position latérale de sécurité pour essayer de le rassurer, le détendre et on attend les secours. C'est spectaculaire quand même. Ça l'est énormément, on peut vite perdre ses moyens, mais souvent on a cette il faut y mettre un truc dans la bouche. Non. Ouais, et mettez bien en PLS, effectivement, c'est ce qui m'a sauvé d'une crise d'épilepsie, donc faites-le bien, c'est important. Bon, très bien. Ariane habite à Vannes dans le Morbihan. Elle vous dit, en ce moment j'ai mal au dos, mais mon médecin me dit de ne pas m'allonger. Pourtant, ça me soulage. Pourquoi me demander de rester debout? On n'est pas gentil avec vous, hein. Je sais Non, bien, mais vous pas- nous en pas d'être voulez. super méchant. Bah oui, mais en fait, les études montrent que c'est assez paradoxal. Le fait d'être allongé va aggraver la douleur de dos. Donc, il est préférable plutôt de marcher pour favoriser les étirements, les renforcements musculaires également. Alors, c'est plutôt de la marche, on ne va pas vous demander de faire un marathon, hein, mais donc oui, on ne reste pas allongé maintenant. Je rectifie, j'ajuste un tout petit peu. Si les premiers jours, un premier ou deuxième jour, vous avez un peu mal, oui, vous pouvez un petit peu vous allonger temporairement. Merci. Je suis sympa quand même. Et petite astuce, vous pouvez mettre un petit oreiller sous le pied pour un petit peu surélever les jambes et puis ça soulage un tout petit peu le dos pendant les 2 premiers jours. Mais ensuite, On marche. bouge. Exactement. Très bien. J'ai 56 ans, je suis ménopausée et en bonne santé, vous dit Manuela. Faut-il que je fasse une ostéodensitométrie pour chercher de l'ostéoporose? Oui, il est passé tranquille. Oh, moi, Ouais, je suis ouais, bien impressionné. joué. C'est- Bravo. Ouais, bravo. C'est une question qu'on peut nous poser assez facilement en consultation. Il faut rappeler que l'ostéoporose est une maladie de l'os qui, en fait, va se déminéraliser et perdre au niveau de sa structure, donc fragilité et possibilité de fracture. C'est pas parce que vous êtes ménopausé que vous êtes, il y a une indication à faire une ostéodensitométrie. Non. En revanche, si la ménopause est précoce, oui, c'est possible parce qu'en fait, du coup, vous êtes moins couverte par vos hormones. C'est quoi une ménopause précoce? Bon, en fait, Ça, la autour ménopause de fait quel âge? 50, 55 ans. Si effectivement vous l'avez C'est- vers les 40 ans, même parfois même 35, c'est quand même très très précoce. Là, du coup, il y a moins de couverture hormonale et du coup, oui, l'os est un peu plus fragile. Si vous avez des traitements au long cours type corticoïde qui fragilisent l'os, si votre maman a fait une fracture du fémur sans traumatisme ou si même vous avez fait une fracture d'un poignet, d'un quelconque os sans traumatisme, là, on ira se poser la question, mais c'est vraiment un échange avec votre médecin. Jonathan habite à Guéret. Je me suis réveillé ce matin avec des boutons qui grattent sur la jambe. Comment savoir si ce sont des piqûres de punaises de lit ou un autre insecte? C'est pas, Ben, bon, c'est pas drôle, moi, j'imagine. Non, mais ça aussi, on en voit assez. Mais il n'y a pas de moment où on peut voir des punaises de lit assez fréquemment. Alors, les boutons, c'est souvent sur un bas du dos, un bras ou une jambe. Ça, c'est assez caractéristique. Vous voyez, Ça en gratte un C'est peu, pas non? des araignées, ça? non, bah alors l'araignée, en fait, ce qui est caractéristique, c'est ce côté en randonnion.
Vous voyez, les uns derrière les autres, ce côté rang d'oignon, ça fait très piqûre de tique. Ensuite, l'autre point, on va essayer. Alors, l'idéal, c'est d'identifier la bestiole. Ça ressemble généralement à un pépin de pomme. Ça fait à peu près 7 mm. C'est pas c'est très pas si joli. petit que ça. Et Ouais, nous c'est souhaitons un un petit peu zoomé, bon là, c'est un petit petit peu déjeuner. zoomé. Allez, bon appétit. Effectivement, donc là, on peut l'identifier. Il y a aussi les traces indirectes parce que parfois on peut l'écraser quand on dort dessus, donc avoir des petites traces de sang. Et dernière petite chose, bouchez vos oreilles chastes, Damien. Il peut y avoir des petites crottes de 1 ou 3 mm dans le lit. Voilà, c'est effectivement signe indirect de ticket. Et bon réveil.